bonjour à tous. Oui, j'ai choisi ce thème parce que, en tant que représentant de l'organisation UNPO, qui est une organisation qui regroupe des peuples non représentés ou des territoires non reconnus, c'est un peu notre une organisation de membres, et donc IRA nous a rejoint, je crois que c'était en 2011 peut-être, comme membre, et donc c'était un peu le rôle qu'on s'était donné, c'était de réussir à désaffranchir et à faire sortir, d'un isolement social, politique, économique, d'Iram et ses amis en Mauritanie, pour pouvoir justement donner de l'envergure à leur action. Donc ça nous a un peu mis dans la situation de voir, on est basé à Bruxelles, et donc une des choses classiques qu'on fait à Bruxelles, c'est de voir avec la Commission ce qu'on peut avoir comme accès à des fonds et à des aides. Et donc c'est inutile de vous dire que c'est assez difficile de demander à la Commission de donner de l'argent et des fonds pour aider l'Iram à chambouler le pays. Donc il faut un peu trouver des rentrées un peu plus obliques. Et donc, ça c'est la première question. Le deuxième problème, c'est que aussi, je pense que sur la question de l'esclavage, il y a un problème si on fait une démarche de droits de l'homme, c'est qu'on arrive toujours un peu en retard. C'est-à-dire qu'en fait, le souci pour moi, c'est que on rentre dans une logique où il faut attendre qu'il y ait violation, ensuite on peut seulement essayer de réparer les dégâts, alors qu'effectivement, toute la démarche me semble aussi, pour pouvoir éventuellement faire avancer les choses, c'est justement de finalement cadrer la chose en termes de droit du travail, puisque finalement la question elle est que, en termes pratiques, au-delà on va dire de la dominance culturelle qui est clairement aussi, sous-jacente dans la question des textes, il y a en termes matériels, il y a une question d'horaire de travail, de salaire, des choses qui regardent les droits économiques des travailleurs. Alors la question intéressante, c'est que c'est une démarche que les autorités mauritaniennes elles-mêmes se sont posées. Et à bien voir, il y a eu par exemple, et ça on le verra je crois dans l'intervention de Ulrich, sur l'impunité et la non-application, et là on vu aussi dans le documentaire, c'est que c'est souvent des domestiques qui sont victimes de la pratique. C'est à peine étonnant dans la mesure où c'est des mineurs. En tant que domestique, tu travailles chez ton employeur. C'est probablement le contexte dans lequel la dominance culturelle qui passe par le type d'interprétation des traditions religieuses plus facilement peut s'imposer, puisque ça rentre tout dans le domaine du domestique, probablement du familial, et que donc effectivement à partir du moment où on adhère à toutes les possibles conventions, il suffit de dire que ces conventions, on adhère à ces conventions sous réserve que la charia a priorité, et du coup la question du type de charia devient très important, et de fait, une fois qu'on est domestique à la maison de quelqu'un, on fait partie de la famille, ça devient du code de la famille, et donc ça devient vraiment effectivement très difficile. Donc je dis ça, je rentre dans ces détails parce que je pense que l'action de l'IRA en Mauritanie est, d'un certain côté, apparaît comme très très typique pour un pays qui a des spécificités. Je pense aussi que d'un autre côté, c'est quelque chose qui est dans l'esprit du temps, et que en fait, la question des droits de l'exploitation et de l'esclavage moderne est en fait quelque chose qui est en train de devenir quelque chose qui préoccupe beaucoup de la communauté internationale, et que donc, je dis ça pour dire que c'est un peu à l'avant-garde de quelque chose, d'un thème qui est en train de monter en puissance sur la scène internationale. Je dis ça, je sais que la Commission européenne, par exemple, est très axée sur ces données des grandes ambitions par rapport justement à arrêter la traite des êtres humains. Alors, ce qui est clair, c'est que la Commission est intéressée à ça quand il s'agit de traite transfrontalière, possiblement
vers l'Europe, et donc il y a une migration clandestine, etc., etc. Et donc il y a tout un jeu de filières à battre. Tout le problème de la Mauritanie, c'est que finalement c'est une traite interne, et que donc la question, elle est de rentrer dans des questions de politique interne, et on s'y attelle. Ce que je voulais préciser par contre, c'était que en fait les conventions, elles sont donc ratifiées, et c'est pas du tout, elles sont pas du tout inattendues de façon secrète. C'est tout à fait officiel l'inattention, c'est-à-dire qu'elles sont ratifiées sous réserve que la charia précédente. Donc en fait c'est parfaitement clair et c'est déclaré en fait. Maintenant, ça c'était donc la question intéressante qui dans cette démarche qu'on a essayé de faire et on a soulevé, c'est que par exemple, et ça montre encore combien le problème de la Mauritanie est en fait un problème qui est partagé internationalement dans beaucoup de pays. Il y a eu une convention, qui est une convention assez importante du Bureau international du travail, sur les femmes domestiques, et donc sur les droits des femmes domestiques. Qu'est-ce qu'a fait la Mauritanie? Elle a ratifié la convention, et non seulement a-t-elle ratifié la convention du 16 juin, mais un mois avant la ratification, a passé un décret qui, de fait, établit des règles d'embauche des femmes domestiques. Je pense, pour la simple raison, c'est qu'on verra, et on le voit dans les procès, les procès qui amènent aux manifestations de l'IRA avec des sit-ins, des grèves de la faim, sont souvent des procès qui regardent, en fait, des domestiques mineurs. Et donc, je dis ça parce que, et c'est important de savoir que les autorités mauritaniennes essayent de se mettre en règle. Ne serait-ce que parce qu'il y a des intérêts, effectivement, nationaux, de ne pas être trop publiquement marqués comme un État esclavagiste. Donc, il y a un effort, il y a eu un décret. Le problème, c'est que ce décret est totalement secret. Il est presque secret, c'est-à-dire il est sorti une fois. Si on peut aller sur Internet et googler, on le trouve. Mais, alors, je leur lance même pas tellement la pierre. C'est vrai que je pense qu'il y a un certain travail, et il y a du retard un peu sur tous, sur les organisations des droits de l'homme d'un côté, qui ont une tradition de s'occuper de prisonniers politiques, de torture en prison, de ce qu'on veut, d'un côté. Il y a les syndicats qui ont une tradition de peut-être aussi plus limitée à la négociation de salarial de certaines catégories qui éventuellement font déjà un travail, et que donc c'est vrai qu'il y a un trou entre les deux, il y a un décalage, il y a une déconnexion qui, à mon avis, et c'est un peu comme ça qu'on est en train d'essayer pendant de préparer des projets pour la commission pour essayer de trouver des financements. On essaye l'idée c'est un peu de faire travailler les organisations des droits de l'homme et les syndicats, et chacun un peu se rapproche, sort un peu de son précaré, de ses habitudes, et pour essayer de travailler ensemble, éventuellement, ne serait-ce que par exemple essayer de faire une campagne, un travail sur ce décret. Il est clair que le fait que l'IRA n'est pas reconnu par les autorités ne simplifie pas la chose, au contraire la rend pratiquement impossible, c'est-à-dire que c'est pour nous impossible de travailler directement avec l'IRA. On doit, et ça se trouve, des autres organisations mauritaniennes qui peuvent faire les partenaires locaux, qui seront ensuite ceux qui mettront en œuvre le projet. Voilà, donc ça c'est un peu l'aperçu de la difficulté en voulant aider et en voulant faire bouger les choses, mais certains points d'entrée. Je voulais ajouter une chose parce que je pense que c'est bien à savoir aussi, qu'il y a un rapporteur spécial des Nations Unies contre l'esclavage qui est parfaitement au courant et qui a fait des rapports très, très importants. Je dis ça parce que c'est bien un peu pour nous tous qui sommes engagés dans cette question de savoir qu'effectivement ça commence à sortir et que donc je pense qu'on est un peu dans un débat qui va monter. Même chose finalement par rapport au Mali. Je sais que
Le Niger a eu une loi contre l'esclavage de 2003, le Mali est en train d'y travailler, et que donc, encore là, vous êtes à l'avant-garde, et puis en fait, vous serez suivi, et que donc, voilà, c'est un peu quelque chose, et ça remet encore un peu ce que je disais avant, c'est que dire, le problème est régional, il est régional une fois, il est international parce que c'est un truc, c'est une question qui touche beaucoup de pays, et que c'est toujours bien de savoir où on se positionne par rapport au pouvoir. Quelquefois on se sent un peu solitaire, mais c'est bien de savoir qu'on est à l'avant-garde de quelque chose plutôt que seulement isolé comme on peut avoir l'impression qu'on est. Donc voilà, c'était un peu un aperçu de ce que ça veut dire vouloir faire avancer la question en Mauritanie sans vouloir être... c'est pas mon rôle à moi de rentrer dans les détails aussi de certaines hostilités qui, je suis sûr, se développent, mais je pense c'est un peu, voilà, un peu l'aperçu de ce que ça veut dire et de à quoi on se confronte quand on essaye d'essayer de trouver les moyens pratiques pour accompagner votre travail et vous donner du ressort, et qu'on est là pour qu'on essaye et qu'on n'a pas de raison de croire qu'on ne va pas y arriver. Donc voilà, c'était un peu le...